Check it. Bonjour et bienvenue dans AFIP Podcast, le podcast qui prépare votre avenir. Je m'appelle Annelle Carry, je suis chargée de communication et je suis ravie de vous accueillir dans le studio AFIP. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche tout le monde, la confiance en soi. Mais avec un angle un peu différent, celui de la communication interpersonnelle. Parce qu'au fond, est-ce que le vrai problème, c'est vraiment le manque de confiance ? Ou plutôt la manière dont on communique avec les autres. Pour en parler, je suis avec Ophélie, responsable pédagogique qui accompagne des étudiants au quotidien. Bonjour Ophélie et bienvenue dans AFIP Podcast. Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Anaëlle, ça va très bien, merci et toi ? Ça va très bien, merci. Ophélie, est-ce que le manque de confiance, c'est vraiment ce que tu observes chez tes étudiants ? Alors ouais, très clairement. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce que les étudiants appellent un manque de confiance, c'est presque jamais un manque de compétences. Et ça, ils n'en sont pas forcément conscients. C'est finalement, en tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est des étudiants qui savent faire, c'est des étudiants qui ont travaillé, qui ont des idées, qui ont du potentiel, mais qui n'arrivent pas à le montrer, à le verbaliser, à le transmettre. Et dans la majorité des cas, en fait, le problème n'est pas la confiance en soi, le problème, c'est la communication interpersonnelle. Ils en ont, et en fait, nous, notre objectif aussi à travers les différentes formations et cours, c'est de leur montrer qu'en maîtrisant la com interpersonnelle, on va pouvoir les aider à prendre confiance en eux. Donc, la com interpersonnelle, finalement, c'est comment je m'exprime, comment je me positionne, comment je m'adapte à l'autre. Et l'idée, c'est de leur donner des outils concrets pour mieux communiquer. Et en général, quand on leur donne des outils concrets, on voit quelque chose de très fort se produire, c'est que la confiance apparaît. Parce qu'en réalité, la confiance n'est pas un point de départ, c'est une conséquence. Et justement, quand on parle de com interpersonnelle, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, la communication interpersonnelle, c'est l'art d'entrer en relation avec les autres de manière consciente et efficace. C'est pas finalement seulement parler. C'est comprendre, s'adapter, interagir, créer du lien, influencer de manière positive et transmettre clairement un message. Et en fait, ça repose sur 3 dimensions fondamentales. La première, c'est le verbal. Finalement, ce que je dis, les mots que j'utilise. La deuxième dimension, c'est le non-verbal. C'est comment je le dis, mon ton, ma posture, mon regard, mes expressions. Et le troisième, c'est l'adaptation. Donc, c'est à qui je parle, dans quel contexte, le lieu par exemple, et avec quel objectif. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que la communication, c'est jamais à sens unique. C'est une co-construction. Si je parle mais que je ne suis pas compris, finalement, je ne communique pas. Et c'est pour ça que j'aime souvent dire que communiquer, ce n'est pas parler, c'est être compris. Tu parles souvent du modèle DISC avec tes étudiants, mais en quoi ça aide à gagner confiance ? Alors, le modèle DISC, ça aide énormément parce que ça permet déjà de mieux se comprendre soi-même. Et mieux comprendre les autres, mieux communiquer et mieux collaborer. Donc, premièrement, on se comprend soi-même. Deuxièmement, on comprend les autres. Et c'est ce qui va nous permettre, finalement, de fluidifier les situations de communication avec les individus, avec les personnes. Beaucoup d'étudiants pensent qu'en fait, ils ont un problème, qu'ils ne sont pas assez à l'aise, pas assez impactants, pas assez confiants, alors qu'en réalité, ils ont simplement un fonctionnement différent. Et chaque individu a un fonctionnement qui est différent d'une personne à une autre. Et ça, tant qu'on n'en prend pas conscience, ça va impacter effectivement sur notre confiance en soi et sur notre com interpersonnelle. La méthode DISC, en fait, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est un modèle d'analyse comportementale qui va aider à mieux comprendre les différents styles de communication et de comportement des individus. Et les 4 composantes du modèle DISC, donc le DISC, c'est un acronyme. Et pour cet acronyme, dans l'acronyme, le DISC, c'est le D pour dominant, le I pour influent,
le S pour stable et le C pour consciencieux ou conforme. Ça va dépendre des personnes qui l'utilisent, mais en tout cas, on est sur conforme ou consciencieux pour le C. Pour comprendre, il faudrait schématiser un petit peu, mais pour vous donner une idée, en fait, on a des profils qui sont plus axés vers les personnes et d'autres vers les tâches, et des personnes qui sont plus extraverties et d'autres introverties. C'est un petit peu un système de axe horizontal et vertical avec les 4 profils qui vont venir se positionner dessus. À partir du moment où on comprend le fonctionnement de chaque profil, on va pouvoir comprendre qu'il y a plusieurs manières de communiquer. On a certains profils qui vont être directs, orientés résultats, comme les dominants. On va avoir d'autres profils qui vont être beaucoup plus dans le relationnel, axés vers les personnes, expressifs, enthousiastes, solaires. Et là, on retrouve les influents. On va avoir les personnes plus calmes, plus posées, qui accordent une grande importance, par exemple, à l'équipe, à la loyauté. Et là, on retrouve les stables. Et puis, on va avoir les personnes très analytiques, très structurées, très rigoureuses pour les personnes qui, eux, vont être les consciencieux, les conformes. Le disque, c'est aussi des couleurs. Donc, le rouge pour dominant, le jaune pour influent, le vert pour le stable et le bleu pour consciencieux ou conforme. Et le manque de confiance, il vient souvent justement du fait qu'on essaie d'être quelqu'un tout simplement qu'on n'est pas. Par exemple, un profil qui est très analytique, il va douter parce que il veut être parfait. Un profil qui est très expressif, il va parler beaucoup, mais potentiellement, il risque de perdre en clarté. Et quand, en fait, tu comprends ça, tu vas avoir, entre guillemets, un vrai soulagement. C'est-à-dire que tu vas commencer à comprendre comment tu fonctionnes et que c'est OK avec ça. Et tu te dis, OK, finalement, je ne suis pas mauvais. J'ai juste un mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, en fait, c'est pas le même que mon collègue de travail, mon camarade de classe, que ma meilleure amie, mon meilleur ami. Et qu'il y a des choses qui effectivement, vont être différentes d'une personne à une autre. Alors, au-delà de ça, il y a évidemment plein d'autres choses qui impactent. Il y a l'éducation, les normes, les valeurs, la culture, les expériences personnelles, professionnelles, les événements qu'on a pu vivre qui vont impacter aussi dans la manière de réagir et d'interpréter. Par contre, le disque, il est quand même ultra intéressant pour mieux se connaître et mieux comprendre les autres et leur mode de fonctionnement. Et cet outil-là, je l'utilise beaucoup dans la gestion de groupe, gestion de projet, travail de groupe. Parce que très souvent, on sent des tensions, voire des conflits qui arrivent, parce que justement, ils ne se comprennent pas les uns les autres et ils ne savent pas eux-mêmes comment ils fonctionnent. Et c'est à partir de là, finalement, qu'on peut s'adapter. Et c'est là que la confiance commence à se construire. C'est super intéressant ce que vous avez dit juste avant sur tout ce qui est dominant, influent, etc. Parce que franchement, pour les étudiants en entretien même, ils se demandent forcément qu'est-ce qu'ils sont et comment faire l'entretien, etc. Donc c'est pourquoi certains étudiants sont très à l'aise en classe, mais bloquent complètement pendant leur entretien, quoi. Exactement. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on remarque. Alors, ça m'est même arrivé d'avoir des étudiants qui participent énormément aux cours, qui sont très bons sur des oraux blancs et qui vont perdre tous leurs moyens en oral. D'épreuves. J'ai même eu des étudiants qui, ils se reconnaîtront s'ils écoutent le podcast, des étudiants qui faisaient des malaises avant les oraux. Donc, c'est un travail, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail et c'est en s'entraînant, c'est comme un sportif en fait. Si on s'entraîne pas, effectivement, on peut perdre ses moyens et c'est en s'entraînant qu'on va réussir petit à petit en fait à maîtriser. Et donc maîtriser le contexte, c'est finalement c'est ça qui fait que ça les bloque en entretien, ça peut les bloquer pendant des oraux, pendant des examens, parce qu'ils ne maîtrisent pas le contexte. Alors le contexte, c'est quoi? Pour remettre un petit peu dans le cadre, on a plusieurs types de contexte, mais ça peut être le lieu, ça peut être la personne en face, ça peut être la temporalité. Finalement, ils arrivent dans une situation qu'ils vont subir. Et le fait de subir, c'est parce que tout simplement, ils ne se sont pas ni projetés,
ils se sont pas préparés, ils se sont pas entraînés, et du coup, ils perdent leur repère. Et le fait de perdre leur repère, c'est ce qui va leur faire subir la situation. Alors qu'on se rend compte que les étudiants qui réussissent, c'est des étudiants qui sont pas forcément les plus brillants, qui ont les meilleures notes, mais c'est les étudiants qui ont su anticiper. C'est ceux qui anticipent. Et on se rend compte que, par exemple, ils se sont renseignés sur l'entreprise, ils ont préparé leur entretien, ils ont préparé des potentielles questions et des réponses à donner, ils se sont entraînés à voix haute. Et ça change tout. Mais vraiment, ça change tout. On s'en rend compte, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait pas mal d'oraux blancs. Pour justement les entraîner, leur faire ancrer une habitude, parce que le cerveau, ça reste un muscle, et un muscle, comme tout autre muscle, il faut l'entraîner, et donc la préparation, ça réduit l'incertitude. Et quand l'incertitude, elle diminue, encore une fois, la confiance augmente. Et les maîtres mots, c'est vraiment anticiper, visualiser et répéter. Et la préparation transforme le stress en énergie. Et par exemple, sur un entretien, voilà, petit tips comme ça, je conseille aux étudiants de toujours préparer 3 qualités. Et attention, qualité ou défaut, on sort toujours le défaut de « je suis perfectionniste ». Non, on évite ça, mais 3 qualités, 3 réelles qualités et 3 vraies qualités qu'on a, 3 expériences et 3 questions à poser. En préparant également, en anticipant les potentielles questions que le recruteur pourrait poser. Voilà, ça, c'est des petites choses. Donc, encore une fois, on est sur la préparation, l'anticipation et la visualisation. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que c'est vrai que même moi, d'expérience, etc., j'ai beaucoup vécu ça. Et c'est pourquoi on parle beaucoup de contenu. Mais le non-verbal, ça pèse vraiment autant que ça dans la vie, quoi. Alors, le non-verbal, est-ce que ça pèse vraiment autant que ça ? Évidemment, bien sûr que ça compte. La première impression qu'on va avoir d'une personne, c'est son non-verbal. C'est sa posture, c'est sa tenue vestimentaire, c'est sa manière de regarder, c'est sa manière de se tenir. Et c'est ça qui fait toute la différence. Avant même que tu parles, ton corps, il envoie déjà un message. Ta posture, comme je disais, ton regard, ta respiration, ton rythme, tout est interprété. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on le décode de manière inconsciente. Ce fameux je sais pas, je le sens pas, ou elle a l'air sympa, alors qu'on n'a même pas encore commencé à parler avec la personne, ça vient du non-verbal. Et très souvent, les étudiants, ce qui se passe, c'est qu'ils parlent trop vite. Ils baissent les yeux, ils ferment leur posture. Alors, j'allais dire quelque chose peut-être un petit peu vieux. Ils courbent les chines. Bon, en fait, ils baissent les épaules, ils se recroquevillent, et sans s'en rendre compte. Et en fait, finalement, ils envoient un message de doute. Et ça vient impacter sur ce qu'on fait rayonner en termes de confiance en soi. Le fait déjà de se tenir droit, d'être confiant dans sa posture, ça va apporter de la confiance en soi. Et c'est des choses qui sont finalement très simples à ajuster. On ralentit, on respire, on regarde son interlocuteur, on ouvre sa posture. Et il y a quelque chose de très puissant à comprendre, c'est que le corps influence le mental. Et à partir du moment où on comprend ça, si tu adoptes, comme je disais, une posture de confiance, ton cerveau va s'aligner. Et c'est pour ça que je dis souvent, fais comme si tu étais confiant et ton cerveau finira par y croire. Ouais. On dit que tout à l'heure, je disais, le cerveau, c'est un muscle, et comme n'importe quel muscle, comme n'importe quelle, on va dire, partie du corps, il faut l'entraîner. Je ne sais pas si tu savais, mais pour ancrer une habitude, il faut à peu près la répéter 30 fois. Ah ouais, voilà. Quand même. Donc, je veux ancrer le fait que je vais à la salle. Vas-y 30 fois. OK, tous les jours, à la rigueur, tu y vas pendant 30 jours. Et tu verras que tu commenceras à ancrer l'habitude. Donc, le fait, par exemple, tous les matins, de se dire « j'ai confiance en moi », et de répéter ça chaque jour, ça va commencer
à matrixer ton cerveau et à apporter de la confiance en toi. Pour la partie examen oral, petit tips, quand on stresse, on a tendance à accélérer en fait le débit de parole, à perdre du souffle. Ce qu'on peut faire, c'est marquer une pause, marquer un temps de silence. Le silence fait partie de la communication. Et cette pause avant de répondre, c'est ce qui va donner du temps et qui va renforcer l'impact et redonner confiance. Parce que ça va permettre de se poser, réguler sa respiration et de pouvoir repartir beaucoup plus posé. Et pour les entretiens, je conseille toujours d'arriver quand même 5-10 minutes avant, de se poser dans un endroit calme et de pouvoir respirer et ralentir son rythme. On pense souvent que pour être confiant, il faut bien parler. Mais toi, tu dis que c'est surtout écouter. Ah, ça t'étonne, hein ? Effectivement. Parce que la communication, c'est pas une performance, c'est une relation. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est créer du lien et c'est une co-construction. Donc, dans une relation, l'écoute, elle va être fondamentale et essentielle. Et les personnes les plus crédibles, c'est pas forcément celles qui parlent le plus, c'est celles qui écoutent le mieux. La reformulation, c'est un outil extrêmement puissant et il peut même être utilisé en manipulation. Alors, je donnerai pas les éléments ici, c'est pas le sujet. Mais en fait, la reformulation, on va pouvoir l'utiliser et l'exploiter pour clarifier. On peut, alors dans le domaine effectivement de la manipulation, on peut l'utiliser. On peut aussi l'utiliser pour synthétiser. Et je pense qu'on connaît tous des gens qui soit donnent énormément de détails et finalement l'élément important est noyé dans ces détails et donc là la reformulation va aider. Soit à l'inverse, c'est trop synthétique, on n'a pas tout à fait compris et au lieu de dire bon bah ok et d'y aller, bah non, le fait de reformuler ça va permettre de clarifier en fait l'élément important et donc la reformulation, c'est un outil qui va, en entretien par exemple, le fait de dire si je comprends bien, vous recherchez quelqu'un capable de. Et ça, c'est simple, mais ça va tout changer. Parce que ça montre en fait à l'interlocuteur, à la personne en face de nous, qu'on écoute. Ça montre également qu'on a compris, qu'on clarifie. Et surtout, ça fait gagner du temps. Ça, c'est pas négligeable. Et ça nous permet de reprendre le contrôle. Donc, la reformulation, c'est aussi la capacité à reprendre le contrôle sur quelque chose qu'on n'a pas compris, quelque chose qui n'est pas clair. Et ça montre à l'autre qu'on est vraiment dans une écoute active. Je reviendrai sur l'écoute active. Et derrière, par exemple, là, sur ce que j'ai donné, si je comprends bien, vous recherchez quelqu'un capable de. Derrière, on peut directement faire le lien avec notre expérience, par exemple. Plus tu fais parler ton interlocuteur, plus tu sais quoi dire. Alors ça, c'est des techniques aussi commerciales bien connues dans ce domaine-là. En entretien, on dit qu'il faut 70% d'écoute, 30% de parole. Ça, c'est important. L'écoute active, c'est pas que la reformulation. Hein. L'écoute active, c'est également aussi être pleinement dans la situation de communication, donc être sincèrement dans la situation de communication. Et une chose qui est beaucoup plus dure à dire qu'à faire, c'est ne pas juger et ne pas interpréter. Et avoir aussi un côté empathique. Donc, dans l'écoute active, on a la reformulation, l'empathie, être pleinement dans la situation de communication et sincèrement engagé dans la situation, et ne pas juger, ne pas interpréter. Ça, c'est une des choses les plus compliquées dans l'écoute active. Et la reformulation, là, on parle évidemment de nos étudiants, on parle d'entretien, d'oral. Pendant un oral, petit tips, on vous pose une question, vous ne savez pas répondre. Pas de problème, reformulation. Si j'ai bien compris, votre question est, ou vous aimeriez savoir ça, et ça vous permet de gagner du temps, de réfléchir à la réponse que vous allez apporter au jury, par exemple. Ah ouais, c'est un bon type, ça. Et on arrive maintenant à une notion importante,
la rhétorique. C'est quoi concrètement ? Ah, la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de bien parler. La rhétorique, c'est surtout l'art de convaincre. J'adore, évidemment, puisque c'est très ancien. Hein, ça date des philosophes à l'époque de la Grèce antique et des philosophes comme Aristote, et notamment le triangle rhétorique d'Aristote. On va le voir juste après. Donc, c'est pas forcément parler beaucoup, ni parler compliqué. La rhétorique, c'est structurer son discours pour être compris et impactant. Et une des bases, notamment les plus puissantes de la rhétorique, c'est le triangle rhétorique d'Aristote. Et en fait, il repose sur 3 piliers, l'éthos, le pathos et le logos. L'éthos, c'est la crédibilité, c'est est-ce que je suis légitime, est-ce que on peut me faire confiance. Le pathos, c'est l'émotion. Est-ce que je crée de l'engagement, est-ce que je crée de l'intérêt, est-ce que je crée du lien, est-ce que entre guillemets, je me fais aimer. Et puis, le logos, c'est la logique. Est-ce que mon discours, il est clair, il est structuré et il est compréhensible. Et un bon discours, c'est justement cet équilibre des 3. Si t'es logique mais froid, tu marques pas. T'es pas impactant, les gens, en fait, finalement, ne retiennent pas qui tu es. Si tu es émotionnel mais flou, tu perds ton interlocuteur. Mais si t'es crédible, clair et incarné, là, tu convaincs. Et c'est tout l'intérêt du triangle rhétorique, c'est finalement plaire, charmer, informer, instruire, informer. Et, tu sais le dernier ou pas ? Plaire, charmer, instruire, informer. Et maman, bonne question, tu vas nous dire. Donc, plaire, charmer, instruire, informer et émouvoir. L'émotion. Ok. L'émotion, c'est vraiment ce qu'on retrouve par exemple en storytelling. Donc, pourquoi il y a des histoires qui nous touchent autant, comme on l'a vu par exemple avec le mal-aimé, le loup d'Intermarché. C'est vrai. Parce qu'il y a de l'émotion, parce que à travers l'histoire on informe, et parce qu'en fait tout est construit pour qu'on adhère, que ça nous plaise, que ça nous charme et que ça nous procure de l'émotion. Donc, un exemple concret, si je suis quelqu'un d'organisé, ce que je peux dire, par exemple, en entretien, c'est, voilà, moi, je suis quelqu'un qui est organisé, j'ai géré un projet avec une équipe, ça m'a vraiment plu, parce que j'aime coordonner les gens, j'aime le lien avec les gens. Et là, je viens chercher, en fait, les 3 éléments. Alors évidemment, ça c'est pareil, ça se prépare, ça s'anticipe. On peut travailler et s'aider d'ailleurs, par exemple, de l'IA pour travailler notre rhétorique. Quand je dis ça, en fait, je suis crédible, je suis structurée, je suis incarnée et forcément, je convainc. Et on n'a pas besoin finalement d'être parfait. L'idée, c'est d'être clair, construit, précis, impactant, pertinent. Donc, en général, par exemple, pendant un examen oral, ce qu'on peut faire, c'est toujours structurer ses réponses en partant du même principe. Idée, exemple, impact. On relie toujours en entretien, par exemple, son expérience aux besoins de l'entreprise. Justement, ce que j'ai pu développer lors de ce projet-là, c'est en lien avec ce que vous m'avez dit tout à l'heure et votre recherche de tel profil pour telle mission. Et ça, c'est finalement la force de la rhétorique, c'est ça. Et si ça est exploité et utilisé depuis des décennies et des centaines même d'années, c'est pas pour rien. Donc, si tu devais donner 3 conseils à un étudiant qui manque de confiance, qu'est-ce que ça serait ? Alors, 3 conseils, je dirais apprends à te connaître, structure ton discours et entraîne-toi. Et surtout, de retenir bien une chose, c'est tu n'as pas besoin d'être parfait. C'est pas ce qu'on recherche. Ce que tu dois être, c'est être clair.
Être clair dans tes propos, être clair dans ta posture, être clair dans ce que tu renvoies. Et la confiance, c'est pas qu'une qualité, c'est pas une qualité que certains ont et d'autres non. Hein. La confiance, c'est une compétence. Et une compétence, ça s'apprend. Donc, le fait d'apprendre à se connaître, de structurer son discours et de s'entraîner, c'est ce qui va permettre de monter en compétence et de prendre confiance. Donc là, on a vu énormément de choses. La communication interpersonnelle, le disque, le non-verbal, l'écoute et la rhétorique. Mais concrètement, pour un étudiant qui nous écoute, comment tout ça se traduit dans la vraie vie ? Par exemple, en examen, en soutenance ou en entretien ? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, je vais donner quelques tout petits éléments pendant les minutes, les dizaines de minutes précédentes. Et justement, c'est là que ça prend tout son sens. Alors, ça prend tout son sens, pourquoi ? Parce qu'en fait, évidemment, nos étudiants, ce qu'ils veulent, c'est du concret, c'est du pratico-pratique. Et tout ce qu'on vient de voir, c'est pas des concepts théoriques, en fait. Hein. C'est des outils très concrets, directement applicables. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, pendant un oral et un entretien, c'est que c'est pas un exercice académique. Et là, c'est une situation de communication. Et une situation de communication, comme on l'a vu à travers les différents éléments dont on a parlé au préalable, la posture, la maîtrise du contexte, les profils disques, l'écoute active, la rhétorique, tout ça, c'est des éléments que nos étudiants vont pouvoir exploiter. Et finalement, tu viens pas réciter ce que là, on a dit, tu viens transmettre. Tu viens pas prouver que tu sais, tu viens montrer que tu as compris. Et ça, tu le fais comment ? Dans l'oral, hein, je répète parce que c'était peut-être pas clair, un oral, c'est pas tu récites quelque chose. Un oral, c'est tu viens transmettre quelque chose. Tu viens créer de l'émotion, tu viens créer du contact, du lien. Tu viens pas prouver que tu sais une notion, tu viens montrer que tu as compris la notion. Et en exploitant et en utilisant tout ce qu'on a vu, ça va te permettre de le faire. Et un bon oral, c'est pas une récitation. Un bon oral, c'est une démonstration. Et la démonstration, un peu comme un avocat dans une qui fait une plaidoirie, on va démontrer à travers des exemples, on va démontrer à travers une parole d'autorité, on va démontrer à travers une émotion. Voilà, on va chercher du pathos, on va chercher du logos, on va chercher vraiment les différents éléments de la rhétorique qui vont nous permettre de convaincre notre auditoire, qui est là, entre autres, le jury. Et ou le recruteur, puisque nos étudiants sont parfois en passage d'examen et sont en recherche d'alternance pour leur 3e ou leur master 4e, 5e année. Donc là, on va enchaîner sur un premier cas pratique, donc pendant un oral ou une soutenance. Donc concrètement, le jour d'un oral, qu'est-ce qui fait la différence ? Alors, il y a 3 éléments clés qui vont faire la différence. La clarté du discours, ça c'est le premier élément. Un étudiant confiant, ce n'est pas celui qui dit tout. C'est celui qui est clair, comme je disais tout à l'heure. Il faut être clair dans son discours. Et ça va passer par la structure. Et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, idée, exemple, impact. Ça permet au jury de suivre facilement. Et quand le jury comprend, il est rassuré. Et quand le jury comprend, il est convaincu. Le deuxième élément, ça va être la posture. Alors, avant même qu'on parle, avant même que nos étudiants parlent au jury, le jury va observer les étudiants. Est-ce qu'ils sont stressés ? Est-ce qu'ils ont les épaules ? Est-ce qu'ils ont une posture qui est renfermée ? Est-ce qu'ils se tiennent droit ? Est-ce qu'ils, justement, ils renvoient de la confiance ou pas ? Et ça... le fait que le jury observe, c'est est-ce que tu es stable sur tes appuis, entre guillemets ? Est-ce que tu respires ? Est-ce que tu prends ton temps ? Un étudiant qui ralentit, qui marque des pauses, qui marque des silences, c'est ce qui va renvoyer au jury le fait qu'il maîtrise. Donc, il va donner l'impression de maîtrise. Et ça va être important parce que le fait de maîtriser, tout à l'heure on disait les silences, on disait de ralentir, de marquer des pauses, c'est ce qui va permettre en fait de se recentrer, de prendre le temps ou de gagner du temps ou de reprendre sa respiration. Et prendre son temps, c'est prendre le pouvoir.
Troisième élément, c'est l'adaptation. Donc l'adaptation, c'est en fait un bon étudiant, c'est pas celui qui déroule son discours, voilà, oh là là, faut vite que je dise tout ce que j'ai à dire sans justement prendre le temps de. C'est celui qui va s'adapter au jury aussi. Et pour s'adapter au jury, si il te coupe, tu rebondis. S'il te questionne, tu reformules. S'ils réagissent, tu ajustes. Et le réagissent, attention, c'est pas forcément verbalement. Ils peuvent réagir avec le non-verbal. Vous allez voir un froncement de sourcils, un tic, quoi que ce soit. Soit vous notez quand vous êtes en train de dire, parce que parfois, effectivement, les élèves peuvent nous dire « Ah, mais oui, mais dans cette orale, en fait, on parle pendant 20 minutes, par exemple, et après, il y a 10 minutes de questions-réponses. » Bien évidemment, vous n'allez pas vous arrêter pendant vos 20 minutes en disant « Ah, là, je vois que peut-être il y a quelque chose, il y a eu une incompréhension ou quelque chose que vous avez mal compris. Est-ce que vous voulez que je revienne dessus ?» Non, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est noter à tel moment, quand vous avez dit telle chose, vous avez une feuille à côté, il y a eu un froncement de sourcil, il y a eu un tic, il y a eu un... Voilà. Ça, en général, ça stresse beaucoup les étudiants. Ouais. Alors, oui, il y a des jurys, effectivement, qui font exprès pour déstabiliser, pour voir s'il y a la maîtrise, justement. Et puis parfois, c'est vraiment parce que c'est une réaction en fait inconsciente, non verbale, de ce que l'élève est en train de dire. Un exemple concret, un jury qui pose une question complexe, mauvaise réaction de l'élève, répond directement en panique ou dire je sais pas. La bonne réaction, on peut exploiter la reformulation. Si je comprends bien, vous me demandez de... Ça fait gagner du temps, ça permet de structurer sa réponse dans sa tête et du coup d'y aller. On peut aussi attendre une réponse du jury. Voilà, un échange. Je rappelle que c'est une co-construction, une situation de communication. Donc, si je comprends bien, vous me demandez de analyser tel ou tel élément ou de pousser ma réflexion sur... Vous attendez que le jury vous réponde. Parfois même, il va mettre un petit peu une réponse. Ça ne va pas être un oui ou un non, mais quelque chose. Et là, on peut peut-être aussi exploiter de la question ouverte et pas de la question fermée pour avoir une réponse un peu plus longue. Et nos étudiants, du coup, ça leur permet de se recentrer, de réfléchir, de gagner du temps et de bien préparer leur réponse au lieu d'être complètement coupé, exactement, et stressé et de paniquer. Donc, on gagne du temps, on montre qu'on écoute et on reprend le contrôle. Et le fait de faire ces 3 éléments, ça accentue la confiance en soi. Ça fait forcément prendre de la confiance et rendre en fait l'échange beaucoup plus fluide. Donc à l'oral, on n'est pas évalué. Et là, je vais parler aux étudiants directement. Tu n'es pas évalué. Sur ce que tu sais, mais sur ce que tu transmets. C'est hyper important de comprendre ça. Ok ? C'est comment tu le transmets et est-ce que tu as la maîtrise de ton oral. Et en entretien, du coup, qu'est-ce qui change ? Alors, en entretien, qu'est-ce qui change ? Le fait de exploiter, en tout cas de comprendre la com interpersonnelle et d'avoir confiance en soi. Mais en entretien, l'objectif, c'est pas de réciter, c'est pareil. L'objectif, c'est créer une connexion. Créer une connexion avec le recruteur. C'est évidemment convaincre que le profil correspond à ce que recherche l'entreprise. Et là, la communication interpersonnelle, elle devient encore plus stratégique. Tout à l'heure, je parlais de manipulation. La reformulation, dans ce cadre d'entretien, on peut l'utiliser, l'exploiter pour un petit peu manipuler. De manière positive, la manipulation, c'est pas forcément... négatif. Voilà, exactement. Ça n'a pas forcément une connotation négative. Donc... pourquoi ça devient plus stratégique ? Parce que la première chose, c'est ce qu'on va mettre en avant, c'est comprendre avant de répondre. Le comprendre avant de répondre, il y a beaucoup de candidats, comme un petit peu tout à l'heure sur des questions de jury, qui veulent répondre vite à la question qu'on leur pose. Mais les meilleurs en entretien, c'est ceux qui prennent le temps de comprendre avant de répondre. Ça veut dire qu'ils écoutent, ils reformulent, ils analysent et c'est ensuite seulement qu'ils répondent. Et c'est là où on a les meilleures réponses et les réponses les plus convaincantes pour le recruteur. Exemple, si je comprends bien, vous cherchez quelqu'un capable de gérer plusieurs projets en parallèle et on peut enchaîner sur... C'est justement ce que j'ai développé lors
de mes dernières missions dans telle entreprise ou sur tel projet à l'école. Et là, en fait, on fait le lien entre le besoin et ta valeur. Donc, on a le besoin de l'entreprise, on a la valeur de l'étudiant, et le fait d'écouter, de reformuler, d'analyser et ensuite de répondre, c'est ce qui va permettre de faire le lien entre les deux. Et du coup, on pourrait dire qu'un bon candidat, il ne parle pas de lui, il parle en utilisant et en exploitant le lien avec l'autre. D'où aussi important les 30% d'écoute, 30% pardon, pas de parole, 70% d'écoute. Parce que c'est en écoutant qu'on va pouvoir détecter les besoins, les motivations, les freins de la personne qu'on a en face de nous. Et potentiellement détecter ce fameux profil disque. Est-ce que c'est un dominant ? Est-ce que c'est un influent ? Est-ce que c'est instable ? Est-ce que c'est un consciencieux ? Et on ne s'adressera pas de la même manière en fonction des profils. On avait ces premiers éléments que je disais et le fait qu'un bon candidat ne parle pas de lui, il parle en lien avec l'autre. Le deuxième élément, c'est se rendre crédible. Et là, on revient sur la rhétorique avec l'éthos. Le recruteur, en fait, finalement, il ne te connaît pas. Il ne sait pas qui tu es, hormis le CV, potentiellement portfolio, l'échange téléphonique rapidement qu'il a eu avec toi ou par mail, il ne te connaît absolument pas. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu lui donnes des preuves. Des preuves d'expérience, des preuves d'exemples concrets et des preuves de situations vécues. Et à partir de là, c'est ce qui va permettre de, justement, déjà, dans un premier temps, lui apporter la partie ethos de la rhétorique. Ensuite, on va, troisième élément, créer l'impact. Créer l'impact, c'est allier le pathos et le logos. Le pathos, je rappelle, c'est émouvoir, c'est créer de l'émotion, créer du lien. Et le logos, c'est être clair, clarifier à travers des exemples, etc. Mais apporter des éléments clairs, impactants et pertinents. Donc, soit clair, c'est le logos, et soit incarné, et va chercher l'émotion, c'est le pathos. Donc, raconte, illustre, fais vivre ton discours, ça va avoir un impact fort auprès du recruteur. Il faut vraiment que tu crées un lien et que tu exploites, que nos étudiants exploitent en entretien les 3 piliers de la rhétorique, parce que c'est ça qui va finalement avoir un impact concret auprès du recruteur. Et finalement, c'est pas ton CV qui convainc, même si dans un premier temps, c'est ce qui va permettre d'avoir un entretien. Mais ce qui va vraiment convaincre, c'est la manière dont tu le racontes. C'est ça l'impact. Donc finalement, oral et entretien, c'est la même logique. Eh bien oui, exactement, Anaëlle. Effectivement, c'est la même logique. Dans les 2 cas, tu mobilises les mêmes compétences. On parlait, puisque le thème principal là, de ce podcast, c'est la com interpersonnelle et la confiance en soi. Et ben, dans les 2 cas, tu mobilises les mêmes compétences, te connaître, comprendre l'autre, structurer ton discours, maîtriser ta communication non verbale et écouter et t'adapter. Et la confiance, c'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu transmets. Si tu devais donner des conseils très concrets à appliquer dès demain, qu'est-ce que ça serait ? Alors, je dirais même à appliquer dès maintenant. Pourquoi dès demain ? Pourquoi procrastiner ? Pourquoi demain, finalement Alors, comment on peut appliquer dès maintenant ? On s'entraîne. On s'entraîne à voix haute. Alors, ok, je sais que ça paraît un petit peu improbable de s'entraîner devant une glace ou de s'enregistrer, de s'écouter. Mais crois-moi que ça a un réel impact et ça permet vraiment de s'améliorer. Donc, on s'entraîne à voix haute. On se filme pour observer sa communication non verbale. Et c'est souvent là aussi qu'on peut détecter soit sur la voix, soit sur le non verbal, qu'on a des tics de langage ou des tics non verbaux. Apprends à faire des pauses, poser des silences, ralentir ton rythme. Ça va être très important. Ça permet aussi de reprendre le contrôle et de maîtriser, et de se maîtriser. Reformule systématiquement une question difficile et structure toutes tes réponses. Et surtout, accepte de ne pas être parfait. Je vois souvent chez les étudiants cette honte. Ah, je vais me taper la honte, je vais passer à l'oral, les autres ils vont me juger, etc.
Aujourd'hui, sur l'ensemble des étudiants que j'accompagne depuis des années, j'ai jamais vu un élève parfait au premier passage à l'oral. Par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que les élèves qui mettaient en application ce que je viens de dire, c'est des élèves qui ont eu des progressions et parfois même fulgurantes. On est passé parfois à des élèves qui rougissaient, qui bégayaient, qui arrivaient à peine à parler à l'oral et 3, 4 ans, 5 ans après, qui faisaient des oraux, mais magistraux, impactants, pertinents, convaincants, parce qu'ils appliquaient en fait les conseils tout simplement. Donc, accepter, ne pas être parfait et comprendre que la communication interpersonnelle et la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'apprend parce que c'est une compétence et c'est pas inné. À partir de là, déjà, on part sur des bonnes bases. La dernière phrase finalement que je voudrais donner à nos étudiants, c'est pas le manque de confiance qui vous bloque, c'est le manque d'entraînement à communiquer. Pourquoi on s'entraîne de manière intense quand on va vouloir faire un marathon, qu'on va vouloir aller courir, qu'on va avoir un match de foot, peu importe, on s'entraîne, on se prépare, on répète. C'est la même chose. Exactement. Voilà, t'as tout compris. C'est le même principe. Du coup, la question, il me semble, de départ, c'était en quoi la communication interpersonnelle favorise la confiance en soi. Tout simplement, on a vu que la communication interpersonnelle, ça prenait en compte pas mal d'éléments qu'on a vus. On avait écoute active, le contexte, la compréhension du contexte, les disques, les profils disques. On avait la partie rhétorique. Et tout ça, c'est des choses en fait qu'on apprend. Et à partir du moment où on apprend, on monte en compétence sur ces éléments-là. Et le fait de monter en compétence et d'acquérir ces compétences, ça permet de prendre confiance en soi. Merci Ophélie d'avoir été là dans notre épisode. Et puis j'espère que tu reviendras pour un nouveau podcast. J'espère qu'en tout cas, ça va apporter des éléments à nos étudiants et des outils, de la ressource pour qu'ils se préparent au mieux pour les examens et les entretiens. Et d'ailleurs, je leur ai prévu une petite surprise, donc qui reste bien à l'affût sur les réseaux sociaux, puisque très vite, on pourra télécharger outils, ressources, e-book, on ne sait pas. Mais en tout cas, qui reste bien à l'affût, puisque la surprise arrive très vite. C'était AFIP Podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite. Check it.